pouvoir, la question de la loi. Donc le sujet sera le rapport entre le désir d'un côté et la loi de l'autre. Comment le désir, qui est ce que nous avons de plus intime et aussi de plus arbitraire, pourrait être compatible avec la loi, qui est garante de la justice sur l'espace public. Comment l'un, le désir, parfois infini, souvent en retort, souvent d'ailleurs ignoré par celui-même qui l'éprouve, pourrait-il être contenu, restreint, voire puni par l'autre, la loi, qui serait objective, universelle, voire impartiale. La question est donc celle de savoir si la trajectoire du désir, parfois infini donc, et disons le désir qui n'en fait qu'à sa tête, et l'ordre public qui implique la protection des victimes, est-ce qu'entre les deux il faut choisir? Ou est-ce que pour que le désir et loi puissent cohabiter, le désir doit-il toujours se soumettre à la loi? Et puis, alors, quand même, pour essayer de penser le sujet un peu comme un sujet de dissertation, peut-il se soumettre à la loi? Surtout, le doit-il? Alors, pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mes trois invités qui ont tous une casquette différente, si j'ose dire. Laurence Rossignol, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Vous avez été ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes dans le précédent gouvernement et vous êtes actuellement sénatrice de l'Oise. Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes psychanalyste, chercheur associé à l'Université Paris 7 et votre dernière parution est un dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Et à ma gauche, tout au bout, se trouve Raphaël Antoven. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes professeur de philosophie et vous venez de faire paraître des morales provisoires. Au titre qui en dit long peut-être sur votre position. On verra ça dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'avant que la discussion commence, parce que vous avez chacun des points de vue, en tout cas, si j'en juge à vos fonctions, très différents sur la question, c'est ça qui est passionnant, c'est que vous preniez tous les trois, chacun à votre tour, 5 minutes pour préciser votre position sur le sujet, tenter de répondre à cette question, le désir peut-il se soumettre à la loi, et ensuite, le débat pourra commencer. Laurence Rossignol, je vous donne la parole en premier, parce que quand on vous a invité à participer à ce débat, vous avez dit « J'imagine que vous attendez de moi que je représente la loi ». La réponse est oui. Merci. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais retourner mes questions, parce que, puisque je représente la loi, je ne peux pas répondre à la question telle que vous la posez. Le désir peut-il se soumettre à la loi? Sur le désir, je n'en sais pas plus que n'importe quel individu. En revanche, je peux répondre à la question, la loi peut-elle tenter de soumettre le désir? Et je vais faire peut-être une petite précision pour qu'on n'ait pas de malentendu. S'agit-il du désir ou de l'accomplissement du désir? Parce que si la loi ambitionne de soumettre le désir, la réponse est non. La loi ne peut pas. Le désir, c'est la part intime de l'individu qui n'est pas négociable avec le reste de la société et avec les autres individus. Une loi qui tenterait de soumettre le désir serait celle d'un État totalitaire qui aurait décidé d'entrer dans les fantasmes, le rêve, dans la part la plus intime de l'individu. En revanche, où la loi intervient, c'est lorsque on est dans l'accomplissement du désir. Comme vous le disiez, le désir est absolu, il est sans limite. La seule limite que va rencontrer le désir au moment de son accomplissement, c'est l'autre. Et c'est au moment où le désir rencontre l'autre que se pose la question de la limite du désir. Et c'est le moment où la loi effectivement intervient. Alors on va avoir probablement le temps d'y revenir. Le législateur que je suis, enfin dont je suis une parcelle, ce législateur se pose fréquemment la question de savoir si l'étendue de ses compétences va jusqu'à la sphère du désir, de l'intime et de ce qui est considéré comme étant le champ du privé. Et je vais inverser une phrase connue, on dit le privé est politique, on dit dans le combat des féministes, à un moment donné, il y a eu cette affirmation selon laquelle le privé est politique, c'est-à-dire qu'il fallait cesser de séparer la sphère privée et la sphère politique parce que c'était très défavorable aux droits des femmes et à leur liberté. Et le privé est politique, mais le politique peut-il entrer dans le privé? Et on aura l'occasion de revenir sur deux exemples que je pourrais illustrer tout à l'heure. L'un qui est la loi sur la pénalisation des clients de la prostitution, où là nous nous sommes posé cette question.
L'autre qui est, c'est le débat qui est autour de la légalisation de la gestation pour autrui, c'est-à-dire des mères porteuses, où là c'est un autre désir que le désir sexuel, c'est le désir d'enfant qui est en cause et où la loi est interpellée. Voilà, et puis nous aurons aussi l'occasion, je pense, d'évoquer l'articulation entre les relations interpersonnelles et les rapports sociaux, parce que ce qui autorise la loi à entrer dans le domaine du privé, c'est lorsque les relations interpersonnelles sont encadrées dans les rapports sociaux. Et je m'appuie pour ma part sur la célèbre formule de Lacordaire, entre le faible et le fort, le riche et le pauvre, le maître et le serviteur, la liberté opprime et la loi affranchit. Et c'est parce que la loi affranchit qu'elle s'autorise à aller dans la sphère privée lorsqu'il y a des rapports de domination qui encadrent les rapports interpersonnels. Merci Laurence Rossignol. Elisabeth Rodinesco, quelle est votre position? Donc je rappelle la question, le désir peut-il se soumettre à la loi? Le micro doit se soumettre au menton. Je soumets le micro au menton. C'est une étrange question parce que de toute façon, tout est soumis à la loi. Donc le désir est illimité. Le désir, je le rappelle, englobe quand même la sexualité au sens de la libido, puis l'amour. Et là, c'est pas la loi qui... au sens juridique qui domine, c'est que si un sujet ne limite jamais ses désirs, il va vers la mort. Donc, il y a une sorte, c'est pas la loi qui intervient, mais c'est la question de savoir qu'on ne peut pas tout. Voilà. Alors, il y a autre chose que j'introduirais là, c'est la question de la pulsion. Là, ce qu'on appelle pulsion, c'est-à-dire ce qui pousse quelque chose de plus instinctif, là, oui, la civilisation, et Freud l'a dit en 1930, est faite pour limiter les pulsions, notamment les pulsions meurtrières et tout ce qui est dans cet excès. Alors on vit dans un État démocratique et je suis tout à fait d'accord avec Madame Rossignol, de toute façon la loi intervient dans le privé. Mais jusqu'où? Parce que on pose la question de la sexualité, c'est toujours très problématique. Qui a pensé la sexualité? Évidemment l'Église, qui a régi pendant tant d'années, disons la religion, qui a régi pendant tant d'années, on l'a vu ce matin, ce qu'on appelle la sexualité, et la question des rapports entre hommes et femmes, d'une part, et puis la loi démocratique qui a introduit quelque chose de nouveau, à savoir le principe de l'égalité, d'une part, et le principe de la séparation entre le pouvoir religieux, le pouvoir laïque, et donc les droits. Alors, vous avez posé deux problématiques fort intéressantes. C'est évidemment le débat, et vous avez raison, sur l'abolition non de la prostitution et le débat sur la GPA. Personnellement, je pense qu'il faut réglementer la GPA. Donc l'autoriser parce que sinon, on ira vers des pratiques barbares. Donc là, la loi est essentielle parce que ça met en cause non pas simplement la question du désir d'enfant, mais comment procréer. Et là, la loi doit intervenir et je suis favorable à la légalisation. Sur la prostitution, c'est un vaste débat parce que ça fait partie de ce que Bataille appelait la part maudite de nos sociétés. Faut-il lutter contre le proxénétisme? C'est évident, c'est évident. Faut-il pénaliser et les clients et les prostituées? C'est pas du tout évident pour moi, parce que le remède risque d'être pire que le mal. Et c'est ça, je crois, qui est au cœur de nos débats contemporains, c'est jusqu'où peut-on légiférer, réprimer, sans que ça se retourne en son contraire, et notamment, en particulier, contre les femmes. Voilà, à mon avis, l'enjeu de la question. Merci Elisabeth Rodinesco. Le désir est-il forcément la part maudite de la société? On y reviendra. Il y a beaucoup de choses à déplier dans ce que vous avez dit l'une et l'autre. Mais d'abord, Raphaël Antoven. La part maudite ou la part bénie, il faudra qu'on en parle aussi. Il n'est pas dit que ce soit une malédiction de désirer à tout prix ou de désirer autant qu'on peut. Peut-être que la malédiction serait de séparer le désir de ce qu'il peut. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. On en parlera peut-être après. C'est le sexe qui est la part maudite, pas. Mais là aussi, on peut discuter, chère Elisabeth. Enfin, c'est une autre histoire. Enfin, pas tout à fait. Enfin, bref. C'est pas ça que je voulais dire. On y viendra dans un instant. J'adore la formule de Laurence Rossignol, qui n'est pas de vous, mais qui est si belle. C'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime quand on est en situation d'inégalité objective. Le problème que pose la formule que vous présentez si justement, le problème que pose cette formule, c'est qu'évidemment, elle laisse entendre au fond que la loi est fondée à entrer dans la sphère privée quand la liberté s'exerce, dans la liberté de l'un s'exerce aux dépens de l'autre. Quand c'est la liberté du renard dans le poulailler, la loi doit intervenir. Et l'inconvénient, alors,
je comprends cette logique, elle est excellente, puisque au fond, on est plus libre quand la loi est là que quand il n'y a pas de loi du tout et que chacun fait ce qu'il veut. Mais en même temps, le problème, c'est la question de l'irruption de la loi dans le domaine de la sphère privée quand la liberté s'exerce aux dépens de l'autre, c'est-à-dire le risque, c'est de suspendre l'existence de la liberté ou la préservation de la liberté à son meilleur usage. Il y a deux anecdotes comme ça qui sont très drôles. McMahon, au moment des élections présidentielles, déclare aux gens dont il brigue les suffrages, non, ce sont les législatives, il dit « Vous voterez pour les candidats que je recommande à vos libres suffrages ». Et quant à Leibniz, il parle à propos de Dieu de la liberté parfaite, qui est la liberté de ne vouloir que le meilleur des mondes possibles. Dieu est absolument libre, mais il ne peut pas décemment vouloir un monde moins bon que le meilleur des mondes possibles. Autrement dit, il n'a pas le choix. Et cette liberté parfaite est, à mon avis, un rêve, et la subordination, enfin comment dire, de la liberté, du bon usage de la liberté à la loi me semble être un problème sur la question de la prostitution, sur la question du tabac, par exemple, au cinéma. C'est-à-dire, en fait, si l'irruption de la loi à l'intérieur... On peut rappeler la loi, pardon, vous dites l'irruption du tabac au cinéma. Non, c'était une proposition d'Agnès Buzyn, dont on avait parlé, je crois d'ailleurs, qui disait qu'il faudrait désormais, en somme, qu'on ne finance plus les scénarios qui représentent des scènes où les gens fument des cigarettes. Or, moi je trouve extraordinairement dangereux de produire un monde dans lequel il est interdit de se nuire. Le mauvais usage de la liberté doit être aussi garanti par la loi dans une certaine limite, et c'est un débat qu'il est essentiel d'avoir. Un mot sur la question du désir. Jusqu'où la loi peut-elle aller trop loin dans la préservation de la liberté ou dans le sauvetage de la liberté? La loi doit-elle garantir la liberté de se nuire? Parce que ça fait partie du désir. Et puis, juste un point sur le désir, étymologiquement, et ça j'insiste là-dessus, c'est très important, étymologiquement, pour ceux qui l'ignorent, le désir vient de sidus, le mot latin qui veut dire l'étoile, et qui est précédé du préfixe de, qui est un préfixe privatif. De sorte que desidus peut être lu comme la nostalgie de l'étoile. On désire toujours décrocher la lune, on désire comme on manque, c'est la définition que Lacan notamment en donne, mais on peut aussi considérer que le préfixe privatif est véritablement privatif, et que par conséquent, desidus, c'est l'absence totale de l'étoile, et à partir de là, on ne désire plus comme on manque, mais on désire par excès. Et selon que le désir est pensé comme l'expression du manque ou comme l'expression de l'excès, son rapport à la loi est très différent. En un mot, quand le désir est pensé comme manque, et on pourra détailler le chemin qui nous y conduit, quand le désir est pensé comme manque, la loi est pensée comme une interruption, comme une sanction, voire comme un châtiment. Quand le désir est pensé comme excès, la loi, qu'elle soit, qu'il s'agisse des lois des hommes ou des lois de la nature, est davantage pensée comme une condition du désir, et c'est de cette façon-là que j'essaierai de penser la chose. Quel programme? Alors repartons sur la question du désir, puisque même si Laurence Rossignol vous aviez dit que vous n'étiez pas spécialiste du désir, qu'il est. On a tous, voilà, c'est ça, on aimerait tous l'être d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure le terme de désir renvoie des réalités très différentes. D'ailleurs, dans les exemples que vous avez convoqués les uns et les autres, il était question tant de désir sexuel que de désir de procréation, que de désir de fumer. Faut-il, sous le même terme, rassembler ces différentes composantes, ces différentes natures de désir, ou bien ne faut-il pas distinguer résolument, et là c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, quoique la question du tabac soit aussi présente, le désir sexuel qui a une modalité quand même particulière et qui correspond aussi à une certaine loi. Le désir, on l'a défini comme étant absolu, infini, mais le désir est toujours, y compris le désir sexuel, aussi régi par une certaine loi qui nous est peut-être inconnue et qui nous est complètement intime. Laurence Rossignol. Oui, moi je crois que je suis un peu scolaire, donc je vais m'en tenir à ce qu'était le chapeau de la journée, c'est-à-dire sexe et pouvoir, donc on laissera le tabac pour une autre discussion, mais j'en étais sûre. Le tabac fait partie du sexe, mais ce qui est intéressant, c'est les rapports de sexe dans le pouvoir. Et de ce point de vue, quels sont les rapports sociaux entre les sexes? Je reviens à pourquoi j'ai cité la formule de Lacordaire tout à l'heure, parce que probablement, si elle était écrite aujourd'hui, et si elle était écrite par un penseur ou une penseuse imprégnée des questions de rapport entre les sexes, il rajouterait entre les femmes et les hommes, ou entre la domination masculine et l'oppression féminine. Il rajouterait cette dimension-là. Qu'est-ce qui autorise la loi à s'ingérer dans les rapports privés? Je parle de les lois formelles.
je ne parle pas des lois, enfin, des lois qui sont les lois fondatrices de nos civilisations. Depuis toujours, la loi met une limite au désir. Le tabou de l'inceste, c'est la limite de la loi au désir. Mais dans les lois formelles, qu'est-ce qui nous autorise aujourd'hui à nous ingérer dans les rapports entre les êtres humains? C'est le fait que ces rapports ne sont pas des rapports équitables, qui ne sont pas des rapports égalitaires. C'est qu'il y a des rapports sociaux de domination, d'exploitation, qui justifient l'intervention du législateur. Personne ne s'offusque de ce qu'effectivement on régule les rapports entre le puissant et le faible. Encore que. J'ai bien conscience de dire ça dans un contexte qui est un contexte de contractualisation et de dérégulation, y compris des rapports sociaux de classe. Je vois bien qu'aujourd'hui, au Code du travail, on préfère le contrat de travail. Aux accords de branche qui sont des accords collectifs, c'est-à-dire qui sont une forme de loi, on préfère là encore la relation contractuelle au plus faible niveau. Donc notre conversation se situe aussi dans un contexte global qui est un contexte de contractualisation des rapports humains dans lequel la loi est supposée s'effacer le plus possible parce que l'on efface les clivages sociaux et les rapports d'exploitation et de domination. Ce que vous dites, c'est que le contrat lui-même efface cette distinction de rapports sociaux parce que c'est entre deux individus et non plus sous le coup de la loi. Le contrat suppose l'égalité des co-contractants. Voilà, le contrat suppose deux consentements libres et éclairés. Or, et égaux. c'est factice. Or, dans les rapports de prenons le plus simple, les rapports de travail, le salarié et l'employeur ne sont pas exactement égaux. C'est ce que disait Marx, oui. Oui, et puis en gros, c'est ce que disent les gens qui travaillent. Quand la loi va venir interroger les rapports que nous considérons comme des rapports privés et intimes, les rapports entre les hommes et les femmes, ou les rapports qui mettent en cause la sexualité et le désir, on va se poser la question de savoir si ces rapports sont des rapports contractuels égalitaires, ou ce sont des rapports qui sont fondés sur des mécanismes sociaux de domination. Et ce sont les mécanismes sociaux de domination qui justifient ça. Elisabeth, j'aime bien l'exemple de la GPA, parce que d'abord la loi n'est pas faite, on est encore dans la phase de débat, et parce que c'est une question éminemment complexe. Elisabeth Rodinesco disait à l'instant, il faut légiférer, parce que si on ne légifère pas, on est dans une situation qui est une situation de barbarie, et donc de surexploitation, parce que ce que ça met en cause, c'est le corps des femmes, en l'occurrence le corps de la mère porteuse. D'autres pensent que si on légifère, tout à l'inverse, on va légaliser une pratique qui ne peut être que barbare. Et je ne veux pas faire un débat sur la GPA, je veux juste montrer comment, du point de vue du législateur, on se pose en permanence cette question, est-ce que les rapports entre les co-contractants que sont les parents d'intention et la mère porteuse sont des rapports en fait entre des individus au consentement libre et éclairé et qui ne nous concerne pas, et que c'est un contrat comme un autre, ou est-ce qu'on pense qu'il y a un ordre public à installer et des faibles à protéger qui justifient l'intervention? Idem pour la pénalisation du client, puisqu'en France, il y a une pénalisation des clients de la prostitution, mais la prostitution n'est pas pénalisée. Les prostituées ne sont plus poursuivies depuis cette loi. Elles l'étaient auparavant sur le délit de racolage. Depuis cette loi qui pénalise le client, elles ne sont plus. Pour autant, cette loi a donné lieu et continue de donner lieu à des polémiques et des discussions parce que certains pensent que l'acte de prostitution, et j'entendais dans la table ronde précédente une intervenante tout à fait brillante par ailleurs qui à un moment donné emploie le mot de travailleur sexuel. Voilà, travailleur sexuel, c'est un job comme un autre. Donc dans le débat de la fabrique de l'histoire, c'est le nôtre. Oui, c'est ça. Dans le débat, la fabrique qui s'est tenu dans ce même forum et sur l'histoire des révolutions sexuelles. Et le mot de travailleur sexuel, il induit que la prostitution est une activité professionnelle comme une autre. Et d'autres pensent, et je suis de cela, que la prostitution, le fait d'acheter, vendre ou louer le corps des autres, le plus souvent des femmes, est un acte de violence à l'encontre des femmes. Et par ailleurs, pour justifier mon propos, quand on sait que 85% des prostituées sont des femmes en situation irrégulière venues de pays extrêmement miséreux, ça
interroge un peu sur la validité de leur consentement à exercer cette activité. Mais par ailleurs, parce qu'il y a dans la représentation de l'achat des services sexuels quelque chose qui est directement connecté au débat que nous avons en France depuis, et aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde, sur les violences sexuelles. Et je pense pour ma part que le fait que l'achat des services sexuels soit légal autorise à considérer que les femmes dans l'espace public sont à disposition. Voilà. Et on connaît très bien une femme sur le trottoir est une femme au trottoir. Voilà. Et on a toutes vécu l'incident où on attend quelqu'un ou quelque chose et quelqu'un s'arrête et nous dit c'est combien. C'est-à-dire que le simple fait d'être une femme et d'être sur un trottoir fait de nous des femmes au trottoir. Et donc il faut relier ça, là on est dans le désir, le continuum des violences sexuelles et des représentations des femmes dans les désirs qui sont encadrés dans des rapports sociaux de domination. Mais si tout le monde est d'accord pour dire que la loi est là pour rétablir une forme d'égalité, ça personne ne contestera, et c'est ce qui rend la loi absolument indispensable, n'est-il pas d'autant plus difficile de faire appliquer cette égalité, et même le faut-il, dès lors qu'il s'agit du désir? J'en reviens quand même à ce désir, parce que tout ce que vous dites, Laurence Rossignol, difficile d'être en désaccord avec ça. Évidemment, simplement, comment essayer de statuer sur le degré d'égalité lorsqu'on parle de désir sexuel, d'enfanter, de tabac ou autre, c'est quelque chose qui est profondément subjectif. Elisabeth Rodinesco. Je crois que là, il faut, en effet, c'est très bien exposé, séparer tout ce qui relève de la filiation, ça relève de la loi, donc de l'État. La GPA en relève, il n'est pas question de sexe dans la GPA. Jamais. Donc je suis en effet favorable à la réglementation, parce que sinon c'est la barbarie de la vente des corps. Mais le problème est très différent, c'est pour ça que je le séparais, quand il s'agit de sexualité. La prostitution, je suis à la fois contre les sex centers et les travailleuses du sexe, c'est-à-dire que ça n'est pas un métier d'être prostituée. Et la loi allemande me déplaît. Voilà. Par ailleurs, je ne suis pas favorable à l'abolition de la prostitution, que ce soit sous la forme de la pénalisation du client ou de la pénalisation de la prostituée. En Suède, il y a les deux. On ne va pas revenir sur toute la formulation. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose, parce que plus on légifère sur l'interdit de la prostitution, plus elle va proliférer clandestinement. Et là, on est au cœur du problème de ce que j'appelais cette part maudite. Il faut lutter au maximum contre évidemment, contre le proxénétisme, contre toutes ces formes d'exploitation. Mais il y a un moment donné, on bute sur l'échange sexuel, et personne n'a jamais réussi à empêcher la prostitution. Et le résultat de la loi française, c'est que comme les clients sont pénalisés, les prostituées se retrouvent clandestines aussi, car qu'elles sont d'emblée pénalisées, elles aussi, et au lieu d'avoir le trottoir dans Paris, on a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, avec cette espèce de clandestinité qui est horrible. Hein. Donc, pardon de le dire, mais on peut aussi avoir une position qui est ni d'un côté, ni de l'autre. Je sais qu'elle est difficile à tenir, mais je sais aussi que la loi c'est-à-dire que le remède, quand il est pire que le mal, il vaut mieux accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui échappe à la loi au sens juridique. Maintenant, juste un mot sur Raphaël, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on doit préserver le droit de se nuire? Oui, il est préservé. Il est préservé dans la démocratie. Vous dites ça parce que vous ne fumez pas. J'ai fumé. Je sais que vous avez fumé. Mais la question de l'interdiction du tabac est une chose. On l'a interdit parce que ça nuisait aux autres, pas à soi-même. Autrement dit, non, mais c'était ça le truc. Alors maintenant, interdire les scénarios où il y a des gens qui fument, c'est une atteinte à la liberté d'expression de l'art. Et là, je suis radicalement opposée à tout ce qui intervient comme interdiction de la liberté, parce que sinon on va retirer la cigarette d'Humphrey Bogart, là, tout ce qui est attentatoire à l'expression artistique ne tient pas debout, c'est d'ailleurs les excès. Maintenant, l'abolition, je crois que pour lutter contre le tabagisme, on n'a pas d'autre solution que de lutter contre le tabagisme.
et ne pas l'interdire totalement, en tout cas pas dans les rues, en tous les cas pas dans les espaces publics. Il faut laisser en effet le droit de se préserver. Mais il y a un autre, de préserver la liberté de se nuire. Mais il y a un autre problème qui est plus intéressant, c'est la question du suicide, Raphaël. Nous sommes dans une société où on est en train de considérer le suicide comme une maladie mentale. Bon, ça n'est pas exact. Par certains côtés, et l'exemple japonais l'a toujours montré d'ailleurs, il ne faut pas psychiatriser tous les actes comment dirais-je, d'attentat à sa propre vie. Et ça, là-dessus, vous avez raison, le suicide est un acte solitaire qui ne gêne personne, et il faut préserver cette idée, en effet, qu'on peut se nuire à soi-même et ne pas trop psychiatriser ça. Et là-dessus, je serais évidemment d'accord avec vous. Et puis, dernier point, vous avez parlé de l'interdit de l'inceste. C'est une prohibition valable pour toutes les sociétés, c'est une catégorie anthropologique, mais je vous rappelle quand même que de nos jours, l'inceste entre deux adultes consentants et majeurs est permis. Simplement, la loi n'intervient à juste titre que sur la filiation, ce qui pose d'ailleurs des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant né d'un inceste? On est en train d'ailleurs, comme vous le savez, d'en discuter. Mais ça ne relève pas de la loi au sens juridique, c'est une prohibition, je dirais, anthropologique. Mais vous avez le droit aujourd'hui, un couple incestueux ne va plus en prison. Et de même, les couples échangistes, fort heureusement, ne sont plus persécutés par la loi et par les États. Dès lors qu'il y a, notre époque, elle est là-dedans, c'est la question du consentement, ce qu'on appelle le consentement. Alors maintenant, dans le domaine des rapports sexuels, un contrat... Alors on va y venir à la question du consentement. On est parti de la sexualité, et là on voit qu'on allait vers la GPA, la prostitution, le tabac, le suicide. C'est dire combien la question même du désir englobe tous ces domaines. Est-ce que le problème, Raphaël Antoven, n'est pas que dès lors qu'on réfléchit au rôle de la loi sur le désir, on confond loi, dont le but est de postuler, en tout cas d'établir ou de rétablir une forme d'égalité entre les sujets, et la morale. L'exemple que vous prenez sur le tabac, c'est bien ça, c'est qu'on pense qu'il est mieux pour les individus de ne pas fumer, donc on interdit la représentation de la cigarette à l'écran. Est-ce que c'est pas ça le danger? Moi, je n'aime pas les systèmes qui, au nom de la liberté, protègent les gens contre eux-mêmes. On est pour soi-même un grand danger, et la liberté, le risque de la liberté, impose aussi que la liberté garantisse justement la liberté qu'un individu peut avoir d'être mauvais pour lui-même. C'est une liberté, j'ai presque envie de dire régalienne, alors qu'elle est individuelle. Et pour aller dans votre sens, Adèle, dans le sens de votre question, prenons la loi sur la prostitution, par exemple. La loi sur la prostitution, pardonnez-moi, a été totalement inefficace. Et totalement inefficace. Le phénomène de la prostitution n'a pas été endigué une seconde par cette loi qui, en revanche, a donné bonne conscience à ceux, pardonnez-moi, qui l'avaient proposé. Et il me semble qu'ici, on est en présence d'un registre qui est tout à fait différent. Il s'agit de faire une loi pour dire qu'on a fait une loi, lutter, plus exactement feindre de lutter pour montrer qu'on lutte. Et par ailleurs, le phénomène, lui, il est totalement garanti à l'abri de la loi et en plus à l'abri de la bonne conscience de ceux qui ont légiféré contre. Vous dites, pardonnez-moi, parce qu'il faut quand même préciser que Laurence Rossignol, vous étiez pour l'abolition de la prostitution. Oui, bien sûr. Puis, bon, on a entendu tout à l'heure... C'est moi qui vais voter la loi, mais je retirais... Bien sûr, mais on pourra en discuter. Moi, je suis très réservé sur cette loi. Et pour une autre raison, bon, je laisse de côté la question des cigarettes, on reparlera du suicide. Pour une autre raison qui me semble, alors là pour le coup, essentielle. On parle d'un régime de liberté, il faut garantir les libertés. Garantir les libertés, c'est aussi la responsabilité. Or ici, en sanctionnant l'usager et en présentant finalement le prestataire ou la prestataire comme fatalement, inévitablement, toujours, quoi qu'il arrive, la victime d'un système oppressif qui la contraint à se mettre sur le trottoir ou dans la rue, etc., c'est-à-dire en déniant à la prostituée la liberté qui peut être la sienne aussi, qui est peut-être rare, qui est peut-être infiniment minoritaire, mais qui existe, de le faire délibérément, il me semble que la loi va au-delà de ce qu'elle pourrait faire et que l'organisation des libertés, y compris du fait d'une liberté qu'on peut soupçonner d'être sous influence, me semble préférable. Pour le dire simplement, je préférerais qu'on régule, qu'on encadre, qu'on emmaisonne et qu'on taxe la prostitution, plutôt qu'on l'interdise. J'aurais le sentiment que ça fonctionne. Je pourrais vous dire la même chose sur la question du cannabis. Vous avez parlé du suicide, Elisabeth, et c'est une question cruciale et c'est vraiment une question délicate. Là encore, il faut penser par-delà bien et mal. Quiconque dit d'un individu qu'il se suicide en entreprise, que son geste est absolument souverain et qu'on ne peut pas l'indexer sur les conditions de travail, dit quelque chose d'inaudible, dit quelque chose qui n'est pas audible. Le discours du syndicaliste
qui a raison de le tenir d'ailleurs, sur les conditions de travail qui produisent plus de suicides dans telle entreprise que dans telle autre, par exemple, est un discours pertinent. C'est un discours qu'on peut contredire aussi en faisant valoir que toutes personnes dans les mêmes situations ne sont pas passées à l'acte et que par conséquent, il y a dans le geste du suicide une disposition du caractère qui ne peut pas être indexée sur les conditions de travail. Donc il y a là une liberté, si innommable soit-elle, si j'ose dire, non nommable, indicible soit-elle, qui demande à être, me semble-t-il, préservée. Vous savez, il y a une étude sur le suicide, en un mot. Je ne veux pas que ce soit une maladie mentale. On est d'accord. Il y a une étude, maladie mentale. mais même sans aller jusque-là, il y a une étude sur le suicide, qui est l'étude la plus fameuse sur le suicide, qui est l'étude de Durkheim. C'est 700 pages sur le suicide, où il explique qu'on se tue plus à la campagne qu'à la ville, quand on est protestant que catholique, etc., etc. Bon, il y a des chiffres, c'est très intéressant. On ne trouve pas dans cette étude une virgule sur les raisons pour lesquelles un homme ou une femme met un jour un terme à ses jours. Et parce qu'il y a là un registre, un domaine qui est celui du singulier, dans lequel la loi ne peut pas entrer, ou plus exactement, la loi ne peut avoir que des moufles pour manipuler de la soie. Mais quel est le rapport avec le désir ici? Parce que même quand on parle de suicide, évoquer une loi qui interdirait le suicide serait absolument complètement absurde. Non, il ne s'agit pas d'une loi qui interdit le suicide, il s'agit d'une loi qui fait valoir, plus exactement, il s'agit du discours des... Ça existe déjà dans la loi, la préservation de son vie. Et il s'agit du discours qui vient des représentants de la loi, qui en cas de suicide, déclare que le suicide de telle ou telle personne est immédiatement indexable sur les conditions de travail. Le suicide n'est pas une affaire de désir, enfin, je veux dire, c'est peut-être un acte de liberté, mais désirer. La question ne se pose pas en termes de suicide. La question de la soumission du désir à la loi se pose en cas justement d'imposition d'un désir à un autre. Pardon, mais si le suicide n'est pas une affaire de désir, pourquoi les gens se suicident? Tous les hommes cherchent le bonheur, y compris ceux qui vont se pendre. Peut-être justement parce qu'il n'y a plus de désir. Ah, ça c'est une autre, vraiment c'est un vrai autre débat pour le coup. Mais en ce qui me concerne, je les vois, je les employais quasiment comme des synonymes. Au-delà de ça, la question est celle de savoir si la garantie de la liberté passe par la loi, passe par un surcroît de loi ou par moins de loi. J'ai tendance à penser que la liberté est un risque, que la loi doit garantir, et que pour ce faire, il est des domaines où, même si son retrait est parfois délétère, elle doit savoir se retirer. Voilà. Ça fait des sociétés imparfaites. Laurence Rossignol voulait rebondir sur la question de la prostitution, la légalisation. Oui, sur ce que disait à l'instant Raphaël Antoine, est-ce que la garantie de la liberté passe par la loi? Et j'ajouterai une autre question, est-ce que la garantie de l'égalité, elle, ne passe pas forcément par la loi? Ah, on est d'accord. Voilà. Et comme il n'y a pas de liberté sans égalité, nous revenons donc à la question de la loi pour garantir l'égalité. Et si j'ai volontairement évoqué les deux exemples de la prostitution et de la GPA, parce que je sais que ça donne lieu à des discussions qui sont pas conflictuelles, mais du moins polémiques. Pourquoi? Parce que vous dites la loi sur la prostitution, je rappelle en quelques mots, pénalisation des clients et aucune pénalisation de l'activité prostitutionnelle et bien entendu pénalisation du proxénétisme, mais ça c'est déjà antérieur. Vous dites la loi n'est pas efficace, mais qu'attend-on de cette loi? Est-ce qu'on attend de cette loi qu'elle éradique l'activité prostitutionnelle? Je ne le crois pas, parce que... Alors pourquoi on l'a fait alors? Je vais vous l'expliquer, sinon je ne le crois pas. J'attends de cette loi, qui pour moi s'inscrit justement dans la question de l'égalité, qu'elle pose dans notre société des interdits. Et un interdit pour moi déterminant, c'est qu'on n'achète pas, on ne vend pas, on ne loue pas le corps de l'autre. L'autre étant le plus souvent une femme. Dans la matière de prostitution, 85% des prostituées sont des femmes, 15% des hommes. Pourquoi on n'achète pas, on ne loue pas, on ne vend pas le corps des femmes? Parce qu'il n'y a pas d'égalité possible dans le désir entre les femmes et les hommes. Si le désir de l'un est considéré comme étant un désir irrépressible et et s'autorisant à annexer le corps d'une autre pour s'assouvir, et parce que le désir des femmes est absent de l'échange de services sexuels qu'est la prostitution. La prostitution est fondée sur deux représentations des sexualités des hommes et des femmes qui sont des représentations profondément différentes. La sexualité des hommes est, je le disais un instant, irrépressible et doit toujours trouver moyen de s'assouvir, sinon notre société serait en danger. Combien de fois ai-je entendu
que la prostitution permettrait de limiter le nombre de viols, ce qui est absolument faux, et que si les hommes n'arrivent pas à trouver des prostituées, ils vont devenir méchants et on va tous être mis en danger. Tout cela est faux. Et d'un autre côté, ce que suppose cette compréhension de la prostitution, c'est que le désir de la femme est, lui, totalement absent. Personne n'a encore osé prétendre que les femmes que des femmes se prostituent par désir sexuel. Voilà. Donc à partir de là, c'est un cliquet civilisationnel, cette loi. Elle est indispensable pour atteindre, pour progresser dans l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que nos représentations respectives de nos sexualités nous empêchent d'être égaux. Elisabeth Roginesco. Personne n'a jamais dit que la prostitution était un métier, que c'était formidable et que c'était désiré. Soyons clairs, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, il faut faire parler les prostituées elles-mêmes. Donc, je crois que là, la question, elle n'est pas tout à fait ça. Elle est de savoir, vraiment, je suis plutôt d'accord avec Raphaël, c'est est-ce que c'est efficace? Non, tout le monde le sait. Donc, est-ce qu'un excès de loi, il faut quand même là le penser, a des effets? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la plupart des prostituées ne sont pas favorables à cette loi. J'insiste quand même sur le fait que, bien entendu, depuis la nuit des temps, les femmes sont des prostituées, les hommes seraient ceux qui consomment les femmes prostituées. Vous oubliez la prostitution homosexuelle qui se répand très vite. Mais oui, donc c'est pas hommes et 15% des personnes prostituées sont des hommes. Mais je suis d'accord avec vous. Et la prostitution s'inscrit dans les rapports femmes-hommes. Pardon, 10% de l'humanité est homosexuelle, donc vous pouvez pas, les chiffres sont pas, ça peut pas être égal, puisque il n'y a pas la moitié de la population mondiale qui est homosexuelle. Mais il faut le penser autrement, pas en termes de pourcentage. L'idée de la prostitution n'est pas seulement liée à homme-femme, elle est liée à quelque chose de beaucoup plus général, la prostitution. Non, il faut... Attendez, finissez. Raphaël Antoine, vous voulez intervenir sur cette question? C'est pas simplement ça. Alors, on va avoir une autre question. Finissez, Elisabeth Roginesco. Voilà. Donc, la question, c'est bien pour ça que je suis à la fois opposée à une légalisation du métier du sexe et à la fois à la répression, parce que vous dites en France qu'on a pénalisé les clients, mais en pénalisant les clients, vous pénalisez les prostituées, parce qu'elles sont obligées de se cacher beaucoup plus. Voilà. Alors je sais que d'adopter une position qui est ni d'un côté ni de l'autre est très difficile, je l'assume, mais je crois qu'il faut aussi savoir réfléchir à ça. Raphaël Antoine. Tout à l'heure, Laurence Rossignol, vous disiez... Je ne peux pas interrompre les applaudissements qui sont destinés. Tout à l'heure, Laurence Rossignol, vous disiez on n'achète pas le corps de l'autre. Et c'est intéressant comme phrase parce que vous l'énoncez comme un fait et ça sonnait comme un principe. On n'achète pas le corps de l'autre, on entend on ne doit pas acheter le corps de l'autre, on ne doit pas avoir le droit de le faire. Et la façon que vous aviez de l'énoncer, c'était un fait. Or, si on s'en tient au fait, évidemment, on loue le corps de l'autre en toutes circonstances, sous toutes les latitudes du monde, depuis toutes les époques de la Terre, et depuis que l'humanité s'est constituée en collectivité. Donc, si c'est un fait, il est constamment démenti. Si c'est un fait, il est constamment faux. Et si c'est un principe, il est constamment démenti. Et ce cliquet civilisationnel dont vous parlez à propos de la loi me donne, moi, le sentiment... Voilà donc une loi qui assume son inefficacité au nom du fait qu'elle pose un interdit. Il me semble qu'à cet endroit-là, on sort du régime de la loi entendu au sens politique du terme, dans la mesure où la loi se donne un contenu qui est un contenu moral. On rédige une loi, on érige une loi, non pas pour empêcher quelque chose, ou contrarier quelque chose, ou lutter contre quelque chose, mais pour faire valoir un principe, c'est l'érection d'un principe qui se veut incontestable, intangible, immuable. Il me semble pas que ce soit la vocation de la loi au sens politique du terme. Alors justement, enfin je ne vais pas rebondir sur l'érection d'un principe, mais si on déplace légèrement, si on repose la même question en des termes différents, parce que vous êtes parti sur la prostitution, appliquons-le à un autre contexte actuel, la question par exemple du harcèlement de rue. Êtes-vous pour ou contre la punition par la loi du harcèlement de rue? Est-ce que la loi est ou non efficace pour réguler les rapports de désir entre hommes et femmes dans le contexte actuel, qui est celui de la dénonciation du harcèlement des hommes par les femmes, c'est celui que l'on entend, et sur lequel il est extrêmement difficile de légiférer? Elisabeth Roginesco. Oui, c'est extrêmement difficile. Je suis pas favorable à une extension des lois sur le harcèlement parce que
D'abord, elles existent déjà. Tout dépend de ce qu'on appelle harcèlement. Si c'est quelqu'un qui harcèle tous les jours, et si c'est la même personne, etc., il existe déjà une loi, on peut porter plainte pour ce type de harcèlement. S'il s'agit de légiférer sur les propos injurieux qu'on peut entendre dans la rue par quelqu'un qui profère des insanités, je crois que ça n'est pas possible. Alors quand commence le harcèlement? Alors justement, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait réellement, d'abord, harcèlement répété par une même personne. Je suis favorable évidemment à la loi quand il s'agit de quelqu'un qui est en position dominante sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à l'entreprise bien entendu. Tous les cas qu'on a eus depuis l'affaire Weinstein, il s'agit de ça. Alors ensuite, on rentre dans une zone très compliquée, hein, et qui est jusqu'où on peut légiférer. Et on ne pourra pas de la même façon légiférer sur les injures, tout ce qui est verbal, il est très difficile de légiférer. Et je ne suis pas favorable. Dès qu'il y a des actes physiques, oui. Voilà. Ça peut être une grande violence pourtant, la Oui, parole. mais là, nos sociétés, nous devons maintenir... Alors, pardon, il y a une loi qui réprime les injures publiques, les injures racistes, homophobes, etc. Mais dans cette sphère qui est au fond l'injure privée ou même dans la rue, quelqu'un qui est alcoolique qui se met à hurler, franchement, que la police intervienne sur dénonciation, il y en a, je ne suis pas favorable parce que ce serait injuste. Laurence Rossignol, y a-t-il une définition juridique du harcèlement? Oui, il y a une définition juridique dans le code pénal du harcèlement qui est des actes répétés qui visent à déstabiliser, à porter atteinte. J'ai pas l'article totalement en tête, mais qui vise à déstabiliser et porter atteinte à l'aisance de la personne. Je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais pour revenir sur la question de faut-il légiférer? Non. Enfin, très clairement. Sur le harcèlement, donc. C'est bon, on a tout dans le code pénal, tout. L'agression sexuelle, le viol, l'injure. On a une petite difficulté, c'est que le code pénal n'a pas encore travaillé très bien sur le sexisme. C'est-à-dire qu'on identifie bien l'injure raciste, l'injure antisémite, même homophobe d'ailleurs, mais sur le sexisme, on est là dans une zone où à chaque fois qu'on essaie de définir le sexisme, tout le monde dit « le sexisme, oh là là, c'est très difficile à mettre dans la loi, donc on ne va pas y arriver, donc on ne le met pas. » Donc on y vient progressivement, on voit arriver le sexisme, mais c'est pas stabilisé. En revanche, notre problème avec la loi, c'est de l'appliquer. Donc, la discussion n'est pas est-ce qu'il faut une nouvelle loi, c'est quels moyens nous donnons-nous pour que toutes les victimes de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement puissent être entendues dans les services de police et de gendarmerie, pour que leurs plaintes puissent être recueillies et que la justice puisse les instruire et que les coupables soient condamnés. C'est ça le vrai sujet. On a une statistique qui est un peu intuitive. 10% des victimes portent plainte et 10% des plaintes aboutissent sur des condamnations. Donc on arrive à 1%, voilà, à la fin. Donc notre sujet, il est là, avant de repartir dans des nouvelles extensions pénales. Je voulais dire à Raphaël Antoven sur la question de la prostitution que le critère d'efficacité sur une loi qui a même pas 2 ans me paraît pas devoir être encore totalement... Facile ça. Des pays qui ont légiféré sur la prostitution, il y en a plein, et on a vu ce que ça donne. Et zéro résultat. Mais non, il n'y a pas zéro résultat en Suède sur la prostitution. Ce n'est pas vrai. Et en Suède, les prostituées ne sont pas pénalisées. Elle est devenue clandestine. Mais c'est un pays dans lequel l'achat de services sexuels est interdit. Bien sûr, il y a la clandestinité. En tout, une société dans laquelle il n'y a plus de transgression de la loi est une société totalitaire. Donc, quand le législateur légifère, il doit avoir en tête, que quand il légifère, la loi sera forcément transgressée, sinon ce n'est plus une société d'hommes et de familles. Voilà, donc toutes les lois sont destinées à l'être. Mais je maintiens que l'efficacité. Et je voulais juste dire une chose toute bête sur la prostitution, sur le cliquet civilisationnel. Quand on élève nos enfants, nos filles et nos garçons, on leur apprend quelques évidences de vie, qu'on ne prend pas les bonbons à la boulangerie, même s'ils sont juste sous leur nez, qu'on ne règle pas ses conflits à coups de poing à la cour de récréation. Et beaucoup d'entre nous élevons nos garçons et nos filles dans l'idée
que leur sexualité ne sera pas une sexualité de commerce, de transaction. On élève nos fils pour qu'ils n'achètent pas leur sexualité, et nos fils et nos filles pour qu'ils aient une sexualité qui ne passe pas par le commerce de leur corps. Donc pourquoi la morale que l'on met en place ne peut pas devenir une morale collective, et pourrait-elle devenir une morale collective sans la loi? Et vous êtes bien meilleur que moi, Raphaël. Non, c'est pas ça, il faut parler des sociétés démocratiques et des sociétés qui ne le sont pas. Une société dont les lois sont transgressées n'est pas une société démocratique. Une société, vous avez dit, une société où les lois ne sont pas transgressées est une société totalitaire. Une société totalitaire est une société où les lois sont injustes. Et le début de la liberté dans une société totalitaire, c'est la transgression de ces lois injustes. Quand vous êtes en Russie, par exemple, l'homosexualité est aujourd'hui réprimée, c'est aujourd'hui un crime. Pardon, c'est pas de la transgression, ça, c'est de la lutte politique contre un système. Bien sûr, mais c'est la même chose, si vous voulez. Dans le cas présent, une société totalitaire est une société dont les lois sont injustes. Une société démocratique est une société dont les lois garantissent la liberté et donc suppose qu'on vive en liberté sans avoir besoin de les transgresser. Moi, je ne vois pas dans la transgression, dans le fait de la transgression qui est inévitable, qu'on vive en dictature ou en démocratie, l'indice de la liberté. Il me semble que, en l'occurrence, l'indice de la liberté, c'est plutôt dans le caractère de la loi, c'est-à-dire dans son efficacité, dans sa légalité, dans son égalité, dans sa conformité en France, au Conseil, à la Constitution. Et donc sur l'efficacité de la loi, sur la question du harcèlement. Ben, c'était intéressant. Alors sur la question du harcèlement, moi j'ai changé de religion, mais c'était intéressant parce que d'entendre le critère d'efficacité revenir ici en jeu, puisqu'il avait disparu à propos de la prostitution. Sur la question Elle est efficace, la loi sur la prostitution. Bon. Et juste un instant, parce que, pardonnez-moi, et après je me tais. La loi sur la prostitution, elle prévoit un parcours de sortie pour les prostituées, qui est mis en place dans les préfectures et qui permet d'accompagner les prostituées. Une allocation. Et elle prévoit aussi, ce qui marche très bien, c'est beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, les stages pour les clients, Stage pour les clients. Oui, stage pour les clients. Absolument. C'est quoi les activités dans le stage? Jamais je n'ai pu une fois dans ma vie faire un débat sur la prostitution sans qu'à un moment donné on finisse par s'amuser. Si vous dites stage pour les clients, forcément les gens vont rire, pardon. Je vais vous expliquer. Quand on travaille aussi bien, quand on travaille sur les violences interpersonnelles, qu'il s'agisse des violences conjugales, des coups, qu'il s'agisse des violences sexuelles, on travaille aussi sur les auteurs des violences et sur les mécanismes qui peuvent leur permettre parfois simplement de prendre conscience et de travailler sur eux-mêmes. Et puis même pour le permis de conduire, même quand on a percé pour un permis, on fait des stages aussi pour comprendre ce que c'est que les dangers de la route. On fait effectivement un travail de psychosociologie, d'accompagnement psychosocial auprès des clients de prostitution qui ont été condamnés. Et ce travail-là conduit des clients de prostitution à se dire « Ah ben tout compte fait, ce que je pensais être un droit inaltérable dans ma vie parce que j'avais été élevé comme ça et que mon papa m'avait emmené à 18 ans au bordel parce que c'était comme ça qu'on faisait, en fin de compte c'est pas exactement comme ça et les femmes avec lesquelles j'ai des rapports sexuels ne sont pas comme je les voyais. Oui, moi je pense effectivement qu'il y a un travail judiciaire, psychosocial à faire, y compris avec les auteurs de violences. Rappel en non. Je suis très heureux qu'on vous applaudisse parce que j'aimerais maintenant, parmi les gens qui vous ont applaudi, que l'une d'entre elles, ou l'un ou l'une d'entre elles, puisse dire la différence qu'il y a entre les stages pour les clients de prostituées et l'obligation de soins que le Front National proposait aux consommateurs de cannabis. Ce qui est au fond exactement la même chose. Et oui, mais malheureusement, je suis désolé. Je suis pas là pour briguer les suffrages des gens qui écoutent. Je suis pas là pour briguer les suffrages des gens qui écoutent. Je suis là pour observer des analogies, quand bien même elles déplaisent à ceux qui les entendent. En l'occurrence, considérer que la loi doit s'occuper de cela. C'est-à-dire considérer que la loi doit légiférer sur la nature même du désir que l'on peut avoir, sur la nature même du rapport qu'un individu peut entretenir avec sa propre sexualité, est à peu près aussi intrusif que de considérer que la loi doit légiférer sur la capacité ou non qu'a quelqu'un de se nuire. S'il vous plaît, laissez-le finir l'intervention. Non, s'il vous plaît, vous donnez la parole à la fin du débat. Je pourrais poser quelques questions. Laissons le débat se terminer. Et maintenant sur le harcèlement de rue, Et maintenant sur le harcèlement de rue.
Sur le harcèlement de rue, il y a une difficulté évidemment, c'est que c'est encore le critère de l'efficacité. Comment voulez-vous sanctionner quelqu'un qui harcèle dans la rue, qui traite la femme qui passe comme ça, qui lui dit « salope, tu te retournes », etc. Dire des phrases comme ça, il faudrait que les forces de police soient là, c'est extrêmement compliqué à organiser. Néanmoins, sur cette question-là, moi, ce qui me fascine en particulier, ce sont les féministes, ou les fausses féministes, qui, elles, s'opposent au harcèlement de rue, en faisant valoir que le harcèlement de rue culmine inévitablement dans le délit de faciès. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que pose le harcèlement de rue est double. C'est la question de l'efficacité de cette loi. Je souhaiterais qu'elle le soit, parce que c'est une agression, un harcèlement de rue. C'est une agression, une insulte dans la rue, c'est une agression. Donc je souhaiterais que la loi soit efficace. Je ne vois pas comment elle peut l'être. Je souhaite qu'elle le soit. Et surtout, je ne comprends pas la position de féministes souvent radicales qui contestent le harcèlement de rue au nom de l'intersectionnalité et du fait que le harcèlement de rue culminerait dans un délit de faciès que je trouve imaginaire. Il y a autant de harceleurs, quelle que soit la couleur de la peau. Donc je ne vois pas ici, si vous voulez, quelque chose qui fonctionne. Il y a, autour de cette loi sur le harcèlement de rue, un problème quant à la loi elle-même, et il y a un problème quant à ce dont le refus de cette loi peut être le symptôme et qui me semble grave. Mais alors, faut-il reconnaître dans ce cas l'impuissance de la loi à réguler quoi que ce soit en matière de désir sexuel et en matière du coup de violence sexuelle, d'inégalité sexuelle? À vous entendre, on constate peut-être une forme d'impuissance de la loi en la matière puisqu'il s'agit d'un domaine privé, celui du désir, entre deux personnes ou d'une personne envers une autre, mais quels sont les moyens du coup pour à la fois pour protéger ces victimes et faire en sorte que ces cas de harcèlement et de violence sexuelle, vous distinguez le viol du harcèlement de la séduction, c'est quand même pas la même chose, quel moyen d'action avons-nous pour faire en sorte que ces cas-là n'arrivent plus? Elisabeth Roudinesco, si c'est pas la loi. Bien sûr qu'il n'y a que la loi, mais je comparerai, je vais revenir sur les stages. Non, s'il vous plaît. Oui. Les stages, non mais C'est pas le sujet. Non mais quand même. On continuera la discussion après, mais restons sur cette question du désir et de la loi. Vous avez tant de choses à nous dire sur le sujet. Je pense qu'il faut toujours de la loi, plus de la loi, mais je maintiens qu'il faut limiter la loi aux actes, au passage à l'acte qui deviennent physiques, pas sur la parole. Parce que si c'est sur la parole, là, la loi devient en effet... Mais la parole, ça marche pour les injures racistes. Oui, bien sûr. Mais alors, quelle différence entre traiter une femme de salope et un type de sale juif? Quelle différence? Il faudrait que les deux soient condamnés de la même Mais manière. si on parle là de désir sexuel, voilà. restons On va y dans rester. ce domaine. Nous avons, et Madame Rossignol l'a rappelé, on a les lois. Il faut certainement peut-être ajouter sexisme, homophobe, etc. Mais là aussi, permettez-moi de le dire, même en tant que juriste que vous êtes, vous savez très bien qu'à un moment, il faut faire attention, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est, par exemple, la différence entre un crime aggravé parce qu'il est raciste, antisémite, mais fondamentalement, je dirais anthropologiquement, quelle est la différence entre un forcené, jugeable d'ailleurs, qui flanque 40 coups de couteau à un juif, un noir, etc., ou à un vieillard en disant sale vieillard, salaud, etc. Donc, peut-on faire rentrer dans la loi toutes les catégories d'injures? C'est ça ce que je voulais dire. Donc, certainement, pour équilibrer la loi, il faut ajouter quelque chose sur le sexe, mais attention, vous le savez, pourquoi, par exemple, pas une injure sur les vieux, sur les jeunes, vous voyez. Donc, c'est ça que je suis toujours un peu sceptique, surtout quand on a un bon arsenal de lois, d'en ajouter, parce qu'elles ne pourront pas être appliquées. Alors, dernier point, et vous avez raison de le souligner, pourquoi toutes ces femmes, et c'est ça le problème de fond, pourquoi elles n'ont pas porté plainte, pourquoi n'ont-elles pas utilisé la loi? Ça, nous le savons, mais ça relève moins... Vous le savez. La honte, l'horreur qu'elles ont eue, elles le racontent très bien, de porter plainte, d'être mal reçues, d'être mal... Bon, bien entendu. Moi, je vais même plus loin, je me suis franchement demandé ce qui se passait dans nos sociétés pour qu'elles mettent tant de temps. Je pense à l'affaire Weinstein, qui d'ailleurs n'est pas du tout un problème de féminisme, ces femmes ne se présentaient pas du tout comme féministes. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps? On n'a pas le temps de débattre de cette question, mais je pense aussi qu'il y avait l'évolution même de ce qu'était devenu le cinéma, le cinématographe, où tout a changé, où la représentation des actes sexuels existe maintenant, et comme vous avez pu le savoir quand on est un peu cinéphile, le recrutement des comédiennes se fait beaucoup plus aujourd'hui sur la question du corps et la capacité de jouer des actes sexuels dans les films, plutôt que de savoir déclamer Shakespeare. En gros, c'est ça qui s'est passé. Et donc, c'est lié aussi
à cette situation-là. On a vu ça hein, sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est pas en ajoutant des lois qu'on peut... Alors maintenant, quand même, ça a permis, et je m'en félicite, que des prédicateurs gourous immondes et dégueulasses soient enfin démasqués comme imposteurs. Il faut se réjouir de ça. Laurence Rossignol. Oui, la loi a un autre avantage, je partage beaucoup de choses de ce qu'a dit Elisabeth Rossignol, mais la loi a un autre avantage, c'est qu'elle permet à la victime de se désigner comme victime. C'est-à-dire que c'est ça, dans les affaires de violences sexuelles, les victimes ne portent pas plainte, ne parlent pas, il y a la honte, mais il y a aussi l'incertitude sur le fait qu'elles ont bien été victimes. Est-ce que ce qu'elles ont vécu est un viol? Vous discutez avec des femmes qui vous racontent des agressions sexuelles, elles ne savent pas parce qu'elles disent « oui, mais il ne m'a pas frappé, et il ne m'a pas attaché. En fait, à un moment donné, j'ai baissé les bras et j'ai laissé faire parce que j'en pouvais plus de lutter. Donc, est-ce que j'ai été violée du point de vue de ce que le code pénal désigne comme le viol? Et j'ajoute ça comme, puisque notre sujet c'était la loi, j'ajoute ça comme vertu de la loi, c'est de permettre aux victimes de justement, en sachant qu'elles sont victimes, recourir à la loi. Ou ne pas y recourir. Ou ne pas y recourir, bien entendu. Raphaël Antoven. C'est la liberté des victimes. Sur cette question. Moi, j'arrive pas à tenir la loi pour, justification de la loi par ses vertus thérapeutiques comme par ses vertus morales. La seule question qui convienne, en l'occurrence, c'est l'organisation des libertés respectives à l'intérieur d'une société. Et l'organisation des libertés respectives suppose qu'un individu qui a subi un traumatisme fasse naturellement ce travail sur lui-même. Enfin, c'est un travail que la loi ne peut pas préempter. La loi ne peut pas faire à notre place le travail d'une victime sur elle-même. Qu'une victime se représente elle-même comme victime, c'est fondamental, mais c'est un travail qu'un individu doit faire en lui-même, pour lui-même, faire la part de sa propre culpabilité, du traumatisme, etc., etc. La loi n'a rien à voir avec ça. Ce sont deux choses complètement différentes. La thérapeutique ou la morale sont deux domaines complètement différents. Non, mais si on le prend à l'inverse, vous dites qu'il est important que la notion de viol puisse être juridiquement définie pour qu'une victime de viol puisse se définir comme telle. Prenons à l'inverse la question du consentement qui elle aussi apparaît dans le Code civil. Est-ce que c'est pas justement par cette mise au point juridique officielle, c'est-à-dire vraiment politique collective, que certaines situations vécues comme oppressives par certaines personnes peuvent être ensuite dénoncées comme telles? Est-ce que là, c'est pas une je pense qu'il y a vertu là-dedans? Pardon, je pense qu'il y a un malentendu avec Raphaël Antoven. Je partage ce que vous dites en partie sur la loi. Ce que je voulais dire, c'est que pour que la loi ait sa fonction d'organisation de nos sociétés, encore faut-il que les individus qui composent nos sociétés sachent qu'ils peuvent avoir recours à la loi. Quand je dis le fait que la loi permet à la victime de viol de savoir qu'elle est victime, c'est juste la condition pour qu'elle recourt à la loi. C'est pas thérapeutique, c'est juste le moyen, la condition pour qu'elle demande à ce que la loi répare, parce que c'est sa fonction non pas thérapeutique mais sociale, ce dont la victime a été l'objet. Donc en fait, il y a une aide à la prise de conscience, si vous voulez. La loi, elle dit ce qui est autorisé, ce qui est interdit, elle qualifie ce qui est interdit, et en le qualifiant, elle permet à la victime de se dire « je suis victime, donc la loi est faite pour moi ». Oui, mais en même temps, la loi ou pas la loi, le travail qu'un individu doit faire pour savoir s'il a été victime ou pas, et pour savoir la partie de lui-même qui est dans le déni après une agression, voilà, est un travail que la loi ne peut pas prendre sur elle-même. Elisabeth Rodinsko, un dernier mot? Je voulais revenir sur les stages. Non, mais après, on est bien loin de la question de la loi pour le coup. Voilà, c'est la Oui, non, mais ça, si vous voulez, parce que ensemble. les stages de rééducation comportementale, ça ne marche pas. C'est l'illusion, oui, voilà. Ça, c'est une illusion. Je ne crois pas que ce soit les bonnes méthodes pour en effet, la prise de conscience. Et autant l'éducation est le fondement de la République, autant la rééducation me semble... Bon, enfin, c'est un autre débat. Bon, alors, jugeons que celui-ci est clos en ce qui vous concerne. Merci à tous les trois d'être venus en parler aujourd'hui. Merci à tous. J'étais totalement étranger à cette entreprise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous présentiez ça comme un désir de se faire agresser sexuellement. À aucun moment il n'est question de cela. En l'occurrence, je dis juste que c'est aussi... Si indigestes, si vomitives soient les décisions que la liberté permet de prendre,
La loi n'a pas vocation à légiférer là-dessus. Ou plutôt, quand elle le fait, elle joue avec la liberté. On commence à jouer avec la liberté quand on joue avec la mesquinerie, la médiocrité ou l'erreur, parfois, de nos propres désirs. Il y a là un domaine où la loi devrait renoncer à entrer, sous peine, je crains, de devenir totalitaire. À aucun moment, il ne s'agit de nier le désir de quelqu'un. Il s'agit au contraire de faire droit à celle qui se prostitue aussi par libre arbitre. Ça existe. Ça existe, ça n'est pas dissible, c'est pas grave, tant pis, ça existe, c'est un fait. Et c'est comme pour le voile, par exemple, c'est intéressant la question du voile. La loi permet le port du voile, bien sûr. Pardon, je vais mettre les pieds dans le plat. La loi permet le port du voile. Il faut laisser. Oui, mais très rapidement, parce que si alors, très rapidement, ça n'a que la valeur d'une analogie. La loi permet le port du voile, or il est évident que dans certains cas de figure, le port du voile n'est pas l'expression de la liberté ni du libre arbitre de la personne qui le porte. C'est aussi un système oppressif, patriarcal, qui s'exerce sur la liberté des jeunes filles. Bien. Il y a aussi des gens qui le font librement. La loi doit présumer la liberté en chacun et s'incliner devant les cas de figure où c'est pas le cas. C'est ça que je veux dire. Je ne dis rien d'autre ici. Seulement, je parlais de prostitution. Merci pour votre réponse. Y a-t-il d'autres questions? Il y a la réponse, le micro qui passe.